Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Je m'appelle Maya avec un J parce que je suis franco-polonaise, j'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée français de Varsovie. L'année prochaine, après le bac, j'envisage d'étudier les sciences politiques en France. Mais il y a une question à laquelle j'ai encore bien du mal à répondre et qu'on me pose de plus en plus souvent. Et toi Maya, quel métier tu voudrais faire plus tard ? J'avoue qu'entre journaliste, avocate, membre d'ONG, musicienne, espionne pour la DGSE ou encore une bonne douzaine d'autres métiers, mon cœur balance. Tout m'attire en fait. Le problème, c'est que je suis très curieuse. Enfin, c'est pas forcément un problème, mais le vrai problème, c'est que ma curiosité m'aide pas forcément à faire un choix. Et comme mon expérience professionnelle dans la vie réelle se limite pour l'instant à un paquet de babysitting et à 2 stages très courts en entreprise, j'ai décidé de partir à la rencontre de jeunes professionnels qui font des métiers susceptibles de m'intéresser. L'idée, c'est de leur poser toutes les questions qui pourraient me permettre de me faire une idée plus précise de leur quotidien, de leur satisfaction, de leur épanouissement professionnel, personnel, mais aussi de leur potentielle frustration ou des difficultés auxquelles ils doivent faire face. Du coup, l'idée de cette série de podcasts m'est venue de là. En me disant que je ne suis sans doute pas la seule à me poser ces questions et que toutes ces rencontres pourraient peut-être aussi profiter à d'autres indécis et indécises de ma génération. Et donc qu'elles méritaient probablement d'être partagées. Je pense qu'il faut être curieux. Je pense que c'est un peu le truc qu'on te dit tout le temps, mais je pense que je l'ai vraiment compris en étant journaliste, de me dire tout peut être intéressant, mais il faut savoir comment le raconter. Aujourd'hui, pour le tout premier épisode de ce podcast intitulé Métier de rêve, avec un point d'interrogation à la fin, j'ai du mal à le jouer donc je vous le précise, j'ai rencontré Martin Chabal. Il est reporter radio, ou plutôt journaliste radio correspondant à l'étranger. À seulement 25 ans, Martin est aujourd'hui, et depuis un peu plus d'1 an déjà, le correspondant à Varsovie et pour toute la Pologne, de Radio France, de RFI ainsi que des radios nationales suisses et belges. Une réussite impressionnante pour son jeune âge. Il a accepté de répondre à toutes mes questions, y compris les plus personnelles. Quand et comment a-t-il eu ce fameux déclic et celui qui voudrait être journaliste ? Comment est-il arrivé à Varsovie après un premier séjour d'1 an au Pérou ? Quels sont les principaux conseils qu'il donnerait à un jeune qui voudrait comme lui se lancer dans le journalisme ? L'entretien devait durer une petite heure, mais j'étais tellement intéressée par ses réponses qu'il a duré en fait près de 3 heures. Mais rassurez-vous, j'ai sérieusement raccourci au montage. Alors, journaliste radio, un métier de rêve ? Le témoignage de Martin Chabal. Journaliste radio correspondant et reporter, c'est être sur le terrain dans un pays étranger. Travailler avec des médias qui sont eux en France ou du coup en Belgique ou en Suisse, et moi je vais être un peu les yeux et les oreilles de ces médias-là pour rendre compte de l'actualité en Pologne. Donc s'il y a quelque chose qui se passe ici, moi je vais leur dire voilà, en ce moment il y a ça qui se passe en Pologne, est-ce que ça vous intéresse d'en parler aux auditeurs du coup soit français, belge ou suisse? Et ça va un peu marcher, il y aura une relation où moi je vais leur proposer des choses quand je les vois. Et eux vont aussi me proposer des choses quand ils se disent ils ont un sujet en France intéressant qui vont être par exemple le chômage, la retraite, n'importe. Ils vont me dire nous on aimerait illustrer ça avec d'autres pays qui ont des situations un peu différentes. Et je vais moi du coup leur proposer des angles après sur la Pologne en disant en Pologne c'est comme ça que ça se passe, est-ce que ça vous intéresse d'explorer ça ? Du coup mon travail c'est ça, c'est être sur le terrain dans un pays étranger pour parler de l'actualité, soit ici, soit faire un miroir avec ce qui se passe en France ou dans d'autres médias. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, Martin, d'un sujet que toi, tu as proposé et qui a été accepté par une rédaction ? Oui, par exemple, moi, j'étais ici, du coup, en regardant un peu la presse et dans ce qui se fait en Pologne, j'avais vu un sujet sur la déforestation en Pologne, notamment à Białowieża, du coup, qui est une forêt classée au patrimoine de l'UNESCO, forêt primaire. Et du coup, moi, je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire un truc autour de ce sujet. Je pense que c'est intéressant d'aller sur place, de parler avec des scientifiques et un peu comprendre comment ça se passe concrètement sur place. Et surtout, depuis que la Pologne a construit un mur à la frontière avec la Biélorussie, comment maintenant les gens font pour travailler avec un mur militarisé en plein milieu de cette forêt. Donc moi, j'ai proposé ça. J'ai envoyé mon petit mail avec 5 lignes en disant, voilà, j'aimerais parler de la déforestation. Il y a ça qui se passe en ce moment. Pour vous, ça vous fait un miroir sur l'actualité avec la guerre en Ukraine, avec la Biélorussie et les relations avec l'Europe. Et du coup, en leur envoyant ce mail, ils m'ont dit « Oui, on est d'accord et on va vous prendre un sujet sur 4 minutes 30 de radio. »
Donc moi, après, le but, c'est de trouver ceux avec qui je veux parler, trouver des interlocuteurs et avoir 4 minutes 30 de radio à leur donner pour que eux le diffusent et je suis payé en fonction. Pour 4 minutes 30, t'es payé combien? Ça dépend des médias. Avec RFI, avec ceux avec qui je travaille le plus, ils vont me payer pour 4 minutes 30 environ 160 euros. Mais si je travaille avec la Suisse, qui paye beaucoup mieux, pour un 4 minutes 30, je vais être payé 450 euros à peu près. Donc ça dépend des médias avec qui je vais travailler. Mais le fait que moi, en fait, je sois tout seul pour tous ces médias-là en Pologne fait que je vais pouvoir vendre le même sujet à différentes radios parce que de toute façon, c'est pas les mêmes auditeurs et c'est pas les mêmes radios. Donc, je vais pouvoir leur vendre à plusieurs et pouvoir gagner 160 plus 450, plus 180, plus 200 en Belgique. Et du coup, faire un peu comme ça. 450 euros pour 4 minutes 30, ça peut paraître beaucoup, mais derrière ça, il y a quand même beaucoup de temps de travail. Ça te prend combien de temps de préparer 4 minutes 30? Ça va aussi dépendre du sujet du coup. Mais tu vois, sur ce sujet-là de forêt, il y a du travail avant, il y a du travail pendant, il y a du travail après. Si on prend l'exemple de la radio française, ça va être 170 euros pour 10 jours de travail peut-être. Donc ça, c'est pas beaucoup. Mais vu que je le combine avec d'autres radios et que j'arrive à le vendre plusieurs fois, ça va me faire plus d'argent que juste 170 euros pour tout ce temps de travail. Mais c'est vrai que c'est long on se dit c'est beaucoup d'argent, 450 euros pour 4 minutes 30, mais il y a beaucoup de travail avant et après. Mais donc c'est exactement les mêmes 4 minutes 30 que tu vas envoyer à différentes radios? Ça dépend. Souvent, j'envoie les mêmes parce que j'en parle avec eux avant en leur disant voilà, j'ai déjà vendu ça à telle radio. Est-ce que ça vous dérange d'avoir le même? Ça les dérange pas trop. Ça va plutôt être si je vends pour, tu vois, Radio France, il y a France Info, France Inter et France Culture. Si je vends quelque chose à France Inter, je vais un peu le modifier pour France Culture. Il y aura des choses que les gens m'ont dit qui ne sont pas sur les autres parce que de toute façon, quand je fais des interviews, c'est assez long. Je vais souvent avoir 1 heure ou 45 minutes. Donc j'ai d'autres choses à mettre si vraiment je veux faire des choses différentes. Du coup, on comprend que c'est assez variable, mais en termes de revenus, globalement, ça donne quoi à peu près? Ça va un peu dépendre des mois. Tu vois, cet été, c'était un peu calme. Il n'y avait pas vraiment d'actu et tout ça. Donc j'ai dû faire quoi? 8 ou 900 euros, pas plus. Mais sur les mois où il y a beaucoup d'actu, par exemple le mois des élections en Pologne, où là, du coup, toutes les rédactions étaient très intéressées par plein de sujets et tout ça, j'ai dû gagner entre 2800 et 3200 euros, tu vois. Donc ça compense. Souvent, j'arrive à toujours bien compenser pour avoir, je pense, une moyenne entre 1900 et 2300 euros par mois. Donc c'est pas mal. Et parce que toi, tu travailles en indépendant à l'étranger, donc en Pologne, est-ce que tu penses que comparé à ce que tu pourrais gagner dans une rédaction à Paris, par exemple, ça, c'est à peu près la même chose ou... Quand tu as un contrat, à proprement dit, un CDI dans une rédaction, c'est un peu différent parce que du coup, tu as vraiment des revenus fixes qui vont être souvent, je pense, quand tu débutes, mes copains qui font ça, ils doivent être autour de 2300, 2500 au début, ce qui est du coup pas mal parce que c'est tous les mois et ils n'ont pas cette pression de bon, si je gagne pas assez d'argent, je vais peut-être pas pouvoir payer mon loyer. Mais du coup, il y a un peu ça qui change et c'est vrai que du coup, moi, ma situation est quand même très précaire parce que s'il se passe rien ou s'il se passe quelque chose de plus important ailleurs, moi, on m'oublie un petit peu. Ça m'arrive en ce moment avec le conflit Israël, Hamas, Palestine, où la Pologne, du coup, on s'en fiche un peu depuis Paris. Et du coup, mes propositions sont un peu, quand je leur envoie, on me dit on n'a pas la place. Donc pour moi, c'est aussi précaire dans ce sens-là, où quelqu'un qui sera à Paris, lui, qu'on parle d'autre chose, ça ne change pas vraiment son revenu. Il va gagner 2500 euros, quoi. Donc sur ça, c'est très différent. Est-ce que tu penses que le journalisme, globalement, c'est un métier qui est payé comme il devrait l'être ou il devrait être mieux payé en comparaison avec d'autres métiers aussi que tu aurais peut-être pu faire? Moi, je pense que le journalisme est bien payé. Pour moi, on est bien payé quand on a un contrat. C'est juste que c'est tellement difficile d'avoir ce contrat-là. J'ai des gens que je travaillais avec, ça faisait 9 ans, ils attendaient un contrat, ils faisaient juste des remplacements par-ci par-là depuis 9 ans. Cette situation-là, je pense, est difficile pour certains et un frein. Moi, je la vis pas encore. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier? J'ai pas toujours voulu faire ce métier, dans le sens où ça a toujours été dans un coin de ma tête, surtout quand j'étais petit, quand j'adore le foot, donc quand je voyais le foot, j'étais « Oh, trop bien, on peut être payé à regarder du foot et à commenter ça », le métier de rêve. Mais sinon,
Après, je sais pas, j'ai eu d'autres envies. À un moment, je voulais être boulanger quand j'étais petit. Mais à un moment de mes études, il y avait un moment aussi où j'étais pas sûr. Peut-être que je vais être journaliste, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je ferai? Ça, j'en savais rien. Donc, je dirais que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Mais la manière dont je l'imaginais à l'époque n'est pas du tout la manière dont je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en Pologne à faire correspondant à l'étranger, ce qui n'est pas du tout journaliste sportif. Même si je peux faire du sport dans ce que je fais, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé au début. Et pourtant, je pense que je suis plus heureux en faisant ce que je fais maintenant que faisant ce que j'imaginais à l'époque. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ce métier, justement? Du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir, rencontrer des gens. Ça, c'est un truc, je pense, c'est peut-être le point primordial du métier où moi, j'aime bien être en Pologne. Je connaissais rien de la Pologne avant d'arriver. C'est vraiment un truc qui me plaît, qui me rend heureux. Et comment ça se fait, en fait, que tu t'es retrouvé en Pologne? C'était ta décision à toi ou on t'a proposé quelque chose? Moi, j'étais à l'école de journalisme à Lille et j'étais en alternance, du coup, à RFI. Donc, je faisais 1 mois à l'école, 1 mois à RFI. RFI a cette dimension très internationale de faire ils ont des journalistes partout dans le monde et donc c'est un peu moi j'ai un peu suivi ce truc de ok, je suis à RFI donc j'irai à l'international, c'est un truc qui me plaît. J'aime bien, j'avais fait mon Erasmus au Pérou et tout, donc j'aimais bien partir. Moi, de base, je voulais aller en Amérique du Sud. Je parle espagnol, c'était plus simple. Mais il s'est trouvé qu'il n'y avait pas de place en Amérique du Sud, qu'il y avait déjà des journalistes sur place. Il y en a souvent beaucoup. Au Mexique, par exemple, ils sont 3. C'est des destinations où les gens ont envie d'aller. Il fait chaud, c'est la fête. C'est sympa comme cadre de vie. Et du coup, il n'y avait pas de place. Et moi, du coup, ceux avec qui je travaillais à RFI m'ont dit, si tu veux, nous, il y a une place qui va se libérer en Pologne. On est sûr de te faire travailler beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'actualités avec soit l'Union européenne, soit la guerre en Ukraine. Et on sait que tu travailles bien avec nous depuis 1 an. Donc nous, ça nous va si tu pars là-bas. Et je me suis dit, c'est parti. On part en Pologne et il n'y a pas de... Je me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit, cool, je vais partir quand même, quoi. Donc j'étais content, même si c'est pas mon choix premier, j'étais content d'arriver là. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type dans le métier de journaliste radio? Journaliste radio correspondant, du coup. Correspondant. Ouais, parce que je pense que c'est un peu différent. Moi, ce que je fais depuis chez moi est carrément différent de ce qu'il fait dans une rédaction tous les jours, quoi. Moi, vraiment, ma journée, ça va... Souvent, je me réveille à 8h30, 9h, ça va. Et du coup, je me lève et je regarde ce qui se passe dans les journaux locaux. Ça va être ça, mon premier truc du matin, de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ou qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. En fonction, j'envoie des mails aux rédactions en disant, voilà, il y aura ça qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que ça vous dit que moi, soit j'y aille et je fais un reportage, soit je le décrypte depuis chez moi et je vais juste écrire un truc depuis chez moi et après m'enregistrer et l'envoyer à la radio. En fonction, j'attends leur réponse. Souvent, leur conférence de rédaction, ça veut dire le moment où ils vont décider de ce qu'on prend, ce qu'on va diffuser à la radio et tout ça. Ils vont m'envoyer un mail vers 10h en me disant oui, on est intéressé par ça ou non, on n'est pas intéressé par ça. S'ils me disent oui, je me mets au travail, soit je vais sur le terrain, je fais mon reportage, soit j'écris. S'ils me disent non, je vais moi chercher d'autres sujets en me disant ça peut intéresser n'importe quand et donc je peux leur proposer ça plus tard ou avancer en cherchant des contacts ou cherchant des sujets. Ça, c'est ma première partie de journée, je dirais jusqu'à 14h. Et à 15h, souvent, les rédactions font une deuxième conférence de rédaction, soit pour préparer le lendemain matin, soit pour préparer le soir. Et du coup, là, je vais encore regarder la presse en me disant est-ce qu'il y a eu des nouvelles choses depuis ce matin. Et pareil, je leur refais la même chose. Et voilà, je préfère travailler le soir que le matin. Donc souvent, je vais regarder la presse le soir, faire un mail à 23h, commencer à l'écrire et le programmer pour l'envoyer le lendemain matin. Comme ça, je bosse plus tard, mais je me réveille plus tard. Ça dépend pour chacun. Mais moi, c'est vrai que du coup, j'ai plus l'habitude de me réveiller à 9h, 9h30 parce que j'ai déjà envoyé mes mails. Mais ça dépend. Ouais, tu as cette liberté de pouvoir choisir. C'est aussi un aspect de mon métier de correspondant à l'étranger, c'est d'avoir un peu cette liberté de choisir mes sujets, choisir quand je travaille et choisir ce que je vais faire au quotidien. Après, c'est aussi le désavantage je travaille tout seul depuis chez moi. J'ai pas de rédaction, pas de collègues. Je suis chez moi, je travaille depuis ma chambre toute l'année. Justement, est-ce que c'est pas compliqué de travailler seul comme ça? Est-ce que ça te manque pas de... Si. Je pense qu'avoir des collègues et une rédaction, c'est un peu le truc qui me manque.
mais je crois que je travaille mieux tout seul. Je suis moins distrait, moins à parler avec des gens et tout ça. Et ça me permet aussi d'avoir mon propre rythme. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est un peu compliqué, je dirais, sur la vie au quotidien plutôt. C'est là où je pense qu'il faut être assez, je sais pas comment le dire, mais pouvoir s'adapter à là où on vit et rencontrer du monde en dehors du cercle professionnel et en dehors de la vie professionnelle. Ce que j'ai fait en arrivant ici. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu le truc compliqué de se dire, et moi j'ai des copains qui m'ont dit, moi je suis incapable de le faire, de partir tout seul dans un pays, de vivre tout seul et de travailler tout seul. Je pense que ça dépend aussi de chacun, si on se sent ou pas. Et t'as fait comment, justement, du coup, pour rencontrer d'autres journalistes français D'autres journalistes français, je suis arrivé ici juste à la sortie d'école. Donc, j'ai juste eu des copains qui m'ont dit « Ah, bah moi, je connais cette fille qui travaille à Varsovie ou qui va arriver à Varsovie. Donc, si tu veux, voilà son numéro et vous allez pouvoir discuter. » Donc, ça, c'est un peu le truc qui s'est passé au début. J'ai envoyé un message à cette fille qui arrive en même temps que moi. On s'est tout de suite vus et du coup, elle travaille pour l'AFP, du coup, qui est un grand bureau avec d'autres journalistes francophones. Moi, du coup, j'ai un peu intégré ce cercle. Donc, du coup, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et après, entre correspondants, souvent on se voit parce que il y a un peu cette solidarité-là entre nous, parce qu'on sait qu'on travaille tous tout seuls dans un pays étranger et qu'on fait souvent les mêmes choses pour différents médias ou en tout cas des choses quasi similaires. Et du coup, souvent on est amené à travailler ou se rencontrer même sur le terrain. Et du coup, après, on arrive un peu à avoir ce réseau-là au sein du nouveau pays. Et après, j'étais aussi sur des groupes Facebook francophones, tu vois. Et moi, j'aime bien jouer au foot, donc j'avais mis un message Bonjour, je cherche à jouer au foot. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent au foot à Varsovie? Et on m'a dit oui. Et du coup, j'y suis allé et ça m'a permis d'avoir aussi un cercle en dehors du truc professionnel, ce qui est, je pense, important. Et ça te permet d'avoir des connexions et pas être tout seul tout le temps. Et ça t'arrive des fois de travailler du coup avec d'autres correspondants et de faire ensemble, de vous aider un peu en quelque sorte Ouais, ça arrive. Tu vois, une affaire judiciaire, on va être tous au tribunal en même temps. Donc on va s'aider, on va au moins, quelqu'un qui parle mieux polonais que quelqu'un d'autre va traduire. Donc ça nous arrive de bien collaborer comme ça. On sait tous qu'on travaille tout seul ici, donc on est quand même assez solidaires entre nous pour bosser ensemble. Qu'est-ce que toi, tu apprécies le plus personnellement dans ce métier de journaliste radio? Moi, ce que j'aime bien dans la radio, c'est d'avoir des formats un peu plus longs. Et moi, j'aime bien le côté où parler avec des chercheurs hyper qualifiés. J'ai déjà fait un sujet sur l'archéologie au Canada avec une question d'éruption solaire et de datation au carbone 14. Et j'ai adoré faire ce sujet, de juste parler avec quelqu'un et même du coup, moi, poser des questions en mode expliquez-moi ça le plus simplement possible. Comment une éruption solaire peut donner une date sur un bout de bois. Et j'adore pouvoir après le vulgariser et pouvoir dire voilà, on a parlé avec cette personne et c'est trop intéressant et voilà comment elle explique, mais moi je le mets avec d'autres mots. Ça, j'adore. Je trouve qu'il y a ça que en radio, que le côté radio te permet d'avoir vraiment la proximité et de parler directement sans avoir la contrainte de l'image qui est parfois difficile ou sans la presse écrite qui est plus écrite que orale, logiquement. Qu'est-ce que j'aime bien aussi j'aime bien avoir ce côté sonore, donné à voir avec du son. Je trouve que ça amène une réflexion différente sur tes sujets où, tu vois, tu vas à la ferme, si tu es avec une caméra, tu montes la ferme, fini. Si tu es avec juste ton micro, tu vas dans la ferme et tu te dis qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme son en plus pour que les gens se sentent avec moi, à côté de moi, comme si eux étaient mon micro. Et ben ça, j'adore avoir à réfléchir, à me dire tiens, je vais aller derrière la vache et je vais attendre qu'elle fasse du bruit et je vais enregistrer cette vache-là pour le mettre dans mon reportage et pour que les gens se disent ah, mais trop marrant, dans cette ferme, il y avait une vache. Et du coup, avoir vraiment un truc très précis, juste avec du son, pouvoir avoir des images en tête. Et je trouve que ça, c'est trop intéressant. Donc quand tu fais un reportage radio comme ça, c'est toi tout seul qui t'occupes de tout ce qui est montage du son après Ouais, moi, souvent, en fait, ça dépend. Quand je vais faire des reportages d'une minute 10 ou des trucs comme ça, des petits trucs, c'est moi qui vais tout faire et je vais envoyer. Si c'est pour des émissions, c'est-à-dire à la radio, des fois, tu as des émissions spécifiques. Souvent, il y a un réalisateur qui va travailler avec moi,
Donc moi, je vais faire mon montage de ce que je dis au micro, mes interviews et tout ça, je colle tout au bout à bout. Et c'est elle ou lui qui va se dire, bon ben là, je vais faire comme ça. Avec ce qu'il m'a envoyé, je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça donne toujours un produit bien mieux que ce que je fais moi. Parce que moi, je suis journaliste et je suis pas monteur ou réalisateur. Et du coup, ça dépend. C'est soit moi, quand c'est des petits trucs, soit quand c'est plus gros, les 4 minutes 30 par exemple, dont je te parlais, ça va être quelqu'un d'autre. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses pénibles au quotidien dans ce métier ? Il y a des choses pénibles. Je parlais de la précarité. Je pense que c'est vraiment le point noir de la formation, et en tout cas de journaliste correspondant. J'ai pas le droit à la sécurité sociale en France. J'ai pas le droit à l'assurance retraite. Là, je cotise pas pour ma retraite. Si je me blesse, j'ai pas d'argent de la sécurité sociale. J'ai pas le droit aux arrêts de travail. Si je rentre en France, j'ai pas forcément un contrat qui m'attend. Plus, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que quand il n'y a pas d'actualité dans ton pays, il n'y a pas vraiment de travail dans ton pays. Donc moi, ça m'arrive, passer des semaines, 1 semaine ou 2 semaines, à attendre. Il ne se passe rien. Et ça m'arrive d'être chez moi et de me dire, de regarder la presse, de voir qu'il n'y a rien, ou de proposer et qu'on ne me réponde pas. Et du coup, tu es un peu comme ça, en attendant, en se disant, bon, je regarderai demain s'il y a quelque chose. Donc ça te laisse du temps pour toi, et moi, ça ne me dérange pas. Ça m'arrive de faire autre chose dans ma journée et j'y pense pas. Mais c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivé et que je voyais que des fois, il n'y avait pas de travail, c'est un peu la panique en se disant, non, je ne gagne pas d'argent, je fais rien de ma journée. Et tu es un peu là à attendre chez toi en se disant, s'il arrive quelque chose, il faut que je sois là. Et du coup, tu t'attends un peu à rien faire chez toi. Et ça arrive. Et ça, c'est un point, je dirais, négatif. Après, il y a ce truc de... des fois, il y a de l'actualité, tu envoies des mails aux rédactions et les rédactions ne te répondent pas. Ça arrive parce qu'elles sont sur autre chose et que c'est un peu le truc qui énerve tous les correspondants à l'étranger, c'est des rédactions qui ne répondent pas aux gens. Ça arrive, c'est un peu pénible. Le prix des piges est un peu énervant. Tu vois, je te disais, RFI, 4 minutes 30, 160 €, 170 €. C'est pas beaucoup pour 7 ou 8 ou 9 jours de travail. Et ça, c'est sur beaucoup de formats où je pense que la radio est un peu le média qui paye le moins. La presse écrite paye mieux et la presse télé paye bien mieux. Je pense que le rapport doit être de 1 pour 10 entre radio et télé. Ah ouais. Je pense qu'un 4 minutes 30 en télé, t'es facilement payé 2500, 3000 €, alors que moi, je vais être payé 500 € quoi, ou 600 €. Donc, il y a ce rapport-là qui est aussi... Quand on voit les autres, c'est un peu décourageant quand on fait de la radio. Il y en a beaucoup qui commencent par la presse écrite ou la radio en pige à l'international, donc en tant que correspondant à l'international, et qui après font de la télé parce qu'ils voient qu'ils sont payés bien mieux, quoi. Est-ce qu'il y a eu des reportages difficiles ? Je ne sais pas si j'ai eu des reportages difficiles. Je pense que j'ai plus eu des reportages où c'était difficile de trouver les bonnes personnes. Ça m'est arrivé sur des sujets avec les Ukrainiens, avec les réfugiés ukrainiens en Pologne, sur l'intégration des gens. Et je leur disais, voilà, je suis journaliste français, j'aimerais juste comprendre comment vous vous intégrez. J'avais envoyé des mails à des gens qui travaillaient ici et maintenant en Pologne et tout. Et eux étaient un peu méfiants en se disant, ouais, j'ai pas vraiment envie et tout. J'y suis arrivé, mais c'est juste compliqué de des fois rentrer en contact avec les gens qui sont un peu craintifs des médias ou craintifs de je comprends pas pourquoi on vient me parler. Il y en a beaucoup qui me disent ça, de se dire mais j'ai rien d'intéressant à raconter. Et pour moi, tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter, mais juste les gens des fois mettent des barrières. Et donc je trouve que parfois c'est difficile à passer au-dessus de cette barrière-là ou d'aller vraiment vers les gens et qu'eux te disent ah oui, bon, trop bien, on va discuter et tout ça. Et ça, c'est un peu compliqué. Et tu fais comment pour trouver les gens que tu veux interviewer ? Ça dépend. Ça peut être dans la rue. Tu vois, si ça va être des réfugiés ukrainiens, je sais qu'ici en Pologne, je sais où ils se trouvent à peu près. Je vais aller leur parler en leur disant voilà, moi je suis journaliste, est-ce que ça vous dit de parler ? Sinon, je vais passer par des associations aussi, ça m'arrive. Des associations, pour reprendre toujours le même exemple des réfugiés ukrainiens, des associations pour aider les réfugiés. Et eux vont me trouver eux vont me dire ah oui, on connaît cette famille, je pense que leur histoire est trop intéressante à raconter, on peut vous mettre en relation et tout ça. Donc eux vont me donner les contacts. Ou ça m'arrive d'être sur des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des boucles Telegram, de voir.
et juste de mettre un post Facebook en disant voilà, je suis journaliste, je cherche telle personne. Et des fois, les gens viennent d'eux-mêmes en te disant ah bah oui, moi je pense que ça m'intéresse, j'ai envie de parler de mon histoire. Et ça arrive aussi. Et du coup, c'est un peu tout ce mix-là. Ou alors, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et tu passes par cette personne-là. Ça m'est arrivé aussi d'avoir aussi genre l'oncle de la personne Mhm. parce que l'oncle était très intéressant sur le sujet que je voulais faire. Donc, c'est un peu... Il faut avoir un peu ce contact, de se dire est-ce que vous connaissez pas telle personne ou telle personne? Et souvent, ça se passe bien. Moi, il y a des jours où j'ai envie de parler à tout le monde, et puis il y a des jours où je suis plus timide, plus réservée. Est-ce que c'est pas compliqué des fois de se dire aujourd'hui je vais aller parler aux gens, je vais aller... Si, si. Je pense que c'est un des trucs les plus compliqués que moi je vis ici en Pologne. C'est de me dire, ok, je vais aller dans la rue, je parle pas polonais, je vais aller parler à des gens qui parlent peut-être pas anglais. Et il faut se dire, se motiver à aller parler aux gens et en se disant, les gens vont me dire non. Et ils vont me renvoyer chez moi en me disant, mais on ne parle pas ta langue, on ne veut pas te parler. Et moi, c'est un peu le. Je pense que c'est un peu le truc où j'ai du mal à passer au-dessus, de me dire, les gens vont me dire non, c'est pas grave. Je vais aller tendre mon micro à des gens, les gens vont me dire, mais on ne veut pas te parler. Et ça peut t'arriver toute la journée. Ça peut t'arriver 20 fois, 25 fois dans la journée. Et les gens vont te dire non, 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 non. Et il faut se dire, mais il faut quand même continuer. Et ça, c'est difficile. C'est vrai que moi, je pense que sur ce côté-là, tu vois, ça m'arrive d'être en manifestation, de couvrir une manifestation, d'avoir mon micro et d'attendre 20 minutes avant d'aller parler à la première personne, juste en me disant, j'essaye avant d'analyser, en me disant qui va pouvoir me dire oui, qui va pouvoir me dire non. Et j'ai encore aujourd'hui, j'aime pas me prendre des noms en pleine figure. J'aime pas que les gens me disent non, on veut pas te parler, ça nous intéresse pas. Et ça fait plaisir à personne. Et parfois, c'est vrai, c'est difficile. Il faut arriver à se dire, c'est pas grave, quoi. Et c'est un travail sur soi aussi pour arriver à passer ça. Mais ça existe. Moi, ça m'arrive souvent. Après, ça peut aussi être une forme de timidité de leur part à eux. Oui, 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 mais il faut aussi savoir se prendre des noms et se dire c'est pas grave, c'est pas parce que on fait mal son travail ou c'est pas parce que. Je pense que c'est plutôt que les gens sont un peu intimidés aussi d'avoir un micro sous le nez. Ouais. Et encore en radio, c'est plus facile qu'en télé ou quand tu arrives avec une grosse caméra, les gens te disent beaucoup plus facilement non. Mais ouais, je pense qu'il faut savoir se prendre des noms et savoir que les gens te disent pas non pour toi et que c'est plutôt le fait d'avoir le micro et tout ça, quoi. Dans ces cas-là, ce qui doit être hyper important, c'est de se dire que ton métier, il est utile pour la société. Et en quoi, toi, tu penses ou non que ton métier est utile pour la société? Souvent, on me pose la question ici en me disant mais en quoi les histoires des Polonais intéressent les Français? Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Je leur dis mais vous avez beaucoup de choses à raconter et ce que vous vivez ici, on le vit aussi chez nous et vous le vivez d'une autre manière parce que vous avez d'autres choix politiques, d'autres choix culturels et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est trop important d'avoir la vision des autres. La Pologne, c'est l'Union européenne. On vit tous dans le même ensemble de pays. On est censé prendre des décisions tous ensemble. Parler avec ces gens-là, ça va aussi rapprocher des gens qui sont pourtant d'un bout à l'autre de l'Union européenne. Et du coup, ça, c'est vrai que ça m'aide un peu à me dire, OK, en fait, c'est important ce que je fais parce que je vais donner une vision qui est différente de ce qu'on pense chez nous. Et les gens vont l'entendre et vont peut-être se dire, ah mais oui, en vrai, c'est vrai que nous, on voit ça de cette manière, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à celui qui est à l'autre bout et qui pourtant vit dans le même ensemble que nous. Et du coup, je trouve que ça, c'est important. Ouais. En préparant cette interview, je t'ai demandé de sélectionner quelques bons souvenirs marquants. Est-ce que tu en as à partager avec nous? Ouais, je pense que j'en ai quelques-uns. Bah, y en a un récent de cet été en Pologne. J'ai fait un reportage dans les Carpates, donc vraiment à la frontière avec l'Ukraine et la Pologne, dans le sud-est. Et j'ai vraiment aimé ce reportage parce que vraiment, je partais dans un endroit que je connaissais pas du tout, au milieu de nulle part. Et c'était vraiment un moment de partage, de découverte et de professionnel que j'ai vraiment bien aimé. Dans le sens où il y a vraiment eu tout le cocktail de découverte, de raconter des histoires, de raconter des choses importantes dans l'Union européenne, pour la Pologne et pour l'Union européenne.
Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et puis, il y avait le côté, il fait beau, je suis avec ma voiture, je découvre un nouvel endroit aussi. Donc même personnellement, j'étais content de le faire et tout ça. Après, dans les autres bons souvenirs, je ne sais pas si c'est un bon souvenir, mais en tout cas, c'est un souvenir vraiment marquant. Du coup, j'étais en alternance à RFI il y a maintenant bientôt 2 ans. Et j'ai fait le 24 février 2022 à RFI. Donc 24 février 2022, c'est l'invasion russe en Ukraine. Et ça a été pour moi, je pense, un gros déclic dans le sens où j'étais juste au début l'alternant. Voilà, il fait ses petits trucs dans son côté, on le forme. Il fait ses petites chroniques ou ses petits trucs vraiment rapides. On passe par-dessus ses papiers pour le corriger ou en tout cas me former, quoi. Et ce jour-là, j'ai vraiment basculé dans OK, maintenant il est formé parce que j'étais d'astreinte, donc j'étais potentiellement appelable la nuit du 23 février jusqu'au 24 février. Et ce jour-là, invasion russe de l'Ukraine. Donc on m'appelle à 2 heures du matin. J'arrive tout seul à la rédaction. Je suis vraiment tout seul et on me dit, bon, bah là, maintenant, tu fais toutes les heures, tu passes en direct à la radio et on veut que tu fasses la mise à jour de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc tout seul. Et c'était la première fois que... Première fois que je passais en tu faisais ça. direct, première fois que j'étais Ah ouais. appelé au milieu de la nuit. Et ils m'ont fait confiance pour me dire, ok, tu le fais. Mais du coup, il y a eu vraiment ce moment marquant où je me suis dit, ok, maintenant ça commence à être sérieux. Et je couvre un truc important. Et je suis en direct sur cet événement-là au milieu de la nuit. Et je vais continuer toute la journée. Et j'ai continué le lendemain et tout ça. Donc vraiment, il y a eu ce moment marquant où j'ai changé de dimension. Je suis passé de l'alternant à journaliste en formation, je dirais. En tout cas, pseudo-professionnel. Et je trouve que c'est vraiment... C'est pas un bon souvenir, mais en tout cas, c'est un souvenir qui, je pense, je vais m'en rappeler longtemps, quoi. Et sinon, un autre souvenir que j'ai, c'est quand j'ai fait des commentaires de matchs de foot en direct. C'était un peu mon but au début. Je l'ai fait pour la 3e division française, mais en direct sur YouTube, donc c'était cool. Je l'ai fait pour une radio locale en Ligue 2 pour Grenoble et j'ai trop aimé. Donc j'ai fait un peu télé, web TV et radio. Et après, je l'ai refait à Lille quand j'étais à l'école, parce qu'à à Lille, il y avait un programme de commentaires de matchs pour les malvoyants au stade. Donc je commentais pour les malvoyants les matchs de Lille. Et du coup, avec Lille, j'ai fait des matchs de Ligue 1, de Ligue des Champions, de Ligue Europa. J'ai commenté l'équipe de France et tout. Donc ça, c'est un bon souvenir, mais c'est plus personnel, je pense, parce que j'ai pas vraiment commenté sur une chaîne nationale ou sur un truc vraiment pro. Mais je me dis, j'ai quand même commenté l'équipe de France et je suis Quand content. même. Je t'ai également demandé un exercice plus douloureux, de partager un mauvais souvenir lié à tes expériences professionnelles. Est-ce que tu en as à partager avec nous ? Je pense que j'ai pas des expériences sur le terrain, des mauvaises expériences sur le terrain, mais c'est vrai que du coup, je me suis blessé au genou il y a 1 mois et demi. Et c'était au milieu d'un flux de travail énorme. Et moi, j'étais vraiment au bout de ma vie physiquement. J'avais un genou en vrac et tout. Et je devais quand même continuer à travailler parce que on m'avait passé des commandes, parce que j'avais vendu des choses. Et il fallait que je les livre. Et moi, j'étais vraiment dans mon lit à avoir un genou qui ne fonctionne pas, en me disant, je vais peut-être me faire opérer dans 6 jours, mais je dois continuer à travailler. Et j'étais vraiment dans un flux horrible de travail, santé, administratif, parce que si je devais gérer administrativement pour me faire rembourser mes soins et tout ça, c'est pas un mauvais souvenir du coup professionnel, mais je l'ai ressenti comme une mauvaise passe, quoi. Voilà, et sinon j'ai pris une amende un jour en partant en reportage, parce que je suis allé trop vite sur la route. Mais ça, c'est un mauvais souvenir, mais c'est... Est-ce que c'est réellement la faute du travail, ça ? J'étais en retard pour aller voir la ministre. Je couvrais un truc pour France Bleu Nord. Ouais. Et du coup, j'étais en retard, donc je suis allé un peu vite et je me suis fait flasher. J'ai pris l'amende et c'est moi qui ai payé l'amende. Et ça, c'était Ah, t'as pas remboursé ? Non, c'est pas la boîte qui a payé pour moi. Et ça, c'est un mauvais souvenir. Ni la ministre. Alors moi, je sais pas encore quel métier j'aimerais faire plus tard, mais juste une question. Quelles sont selon toi les qualités indispensables qu'il faut avoir pour être journaliste radio ? Je pense qu'il faut être curieux. Je pense que c'est un peu le truc qu'on te dit tout le temps, mais je pense que je l'ai vraiment compris en étant journaliste. De me dire,
tout peut être intéressant, mais il faut savoir comment le raconter. Et je pense que c'est vraiment le point clé d'avoir en tête, de se dire, on peut tout raconter, on peut raconter l'histoire de n'importe qui, de n'importe quoi, mais il faut trouver ce qu'on appelle du coup un angle, un chemin à suivre, qui se dit, ça c'est intéressant parce que ça dit des choses sur d'autres trucs. Tu vois, moi quand je suis arrivé en Pologne, je me suis dit, je vais arriver ici et je vais parler d'un peu de tout parce que vu que je connais rien, je vais être curieux et je vais me dire, ça, moi, ça m'intéresse, donc ça peut intéresser quelqu'un qui écoute la radio en France. Je pense que ça, c'est vraiment un point central. Et après, moi, je trouve que pouvoir s'adapter facilement, c'est aussi une caractéristique importante. Et après, je pense que la patience, c'est aussi important. Je sais qu'en étant patient, il y a des choses où je me dis, ça prendra son temps. Pas grave si je ne l'ai pas tout de suite. Tu vois, au début, je voulais en Amérique du Sud. Je suis en Pologne, c'est pas grave. Je suis pas arrivé ici en me disant, mais c'est dommage, je serai jamais en Amérique du Sud. Je me dis peut-être que je vais y retourner, je vais y aller dans 10 ans, tu vois. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des défauts qui seraient incompatibles avec ce métier? Je pense pas que, tu vois, tout à l'heure on parlait de timidité, je pense même pas que ce soit un défaut pour être journaliste. J'en connais qui sont plus timides que d'autres et qui fonctionnent très bien et qui, une fois qu'ils sont à la radio, sont plus du tout timides et tout ça. Moi, j'avoue que je suis l'inverse du stress au travail et du coup, j'aime pas bosser avec des gens stressés, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas bons journalistes. Et juste, je trouve que pour moi, être stressé, ça te fait faire des choses qui sont pas forcément bien et sans prendre le recul nécessaire et tout ça. Mais c'est pas un défaut qui est incompatible avec la profession. Je vois pas vraiment de défauts. Quels sont pour toi les principaux avantages de ce métier? Pour moi, en tant que correspondant à l'étranger, c'est comme je te disais, de travailler en fonction de moi, ce que je ressens et de pouvoir proposer ce que j'aime et avec la manière dont je le vois moi. Je pense que ça, c'est un avantage certain. Mon avantage aussi, c'est que mon métier, il change quand même beaucoup en fonction de ce qui se passe. Et ça me permet de me dire ce que j'ai fait la semaine dernière, je vais peut-être pas le refaire dans 2 semaines. La forme sera peut-être la même, mais ce dont je vais parler et sur ce quoi je vais travailler, ça va être plus ou moins différent. L'avantage aussi, c'est d'aller sur le terrain. C'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont au bureau toute la journée et tout ça. Moi, ça m'arrive d'être, comme je te disais, dans les Carpates, au milieu de la forêt. Ça peut être sur un bateau avec des marins. Ça peut être partout. Ça, c'est, je pense, un luxe que peu de professions ont, c'est d'aller rencontrer des gens là où ils sont, partager des moments avec ces gens-là. Et ça, je trouve que c'est trop intéressant. Moi, ça m'est arrivé de manger chez des agriculteurs, d'être avec eux à table. Et je me disais, ça, c'est mon métier. C'est pourquoi je travaille, quoi. Et est-ce que des fois, tu gardes contact avec ces gens ou pas? Ouais, ça m'arrive. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois sur des gens, c'est devenu des amis. Mais sur des sujets où j'étais avec eux, on a bien discuté. Sur le moment, ça ne l'était pas et ça l'est devenu après. Quels sont à l'inverse pour toi les principaux inconvénients de ce métier? Ouais, je vais revenir, je pense, sur la précarité où c'est vraiment compliqué d'avoir ce contrat, Mon contrat, je l'aurai peut-être dans 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, j'aurai pas une vie stable à 100%. J'en veux pas aujourd'hui, mais tu vois, je me dis peut-être que dans 5-6 ans, ça sera peut-être le cas. Et je me dis, peut-être que je serai encore en CDD à me dire, j'ai un contrat de 2 mois, un contrat par-ci par-là, changer de rédaction tout le temps. Ça, c'est quand même le gros désavantage du métier. Et un autre qui, moi, je le vis pas, mais je sais que certains de mes collègues le vivent, c'est la visibilité sur les réseaux sociaux, et notamment le harcèlement, les insultes qui existent et qui sont là régulièrement. Tu publies quelque chose, tu as fait ton sujet, tu as fait ton travail de journaliste et on va t'insulter sur les réseaux sociaux. Ce qui existe. Moi, je ne le vis pas. Je sais que j'ai des gens qui l'ont vécu ou en tout cas qui ont reçu des insultes sur Twitter. Ça fait pas plaisir. Tu te dis, mais surtout que tu le prends personnellement. C'est un désavantage, mais qu'il y a dans tous les métiers où on est plus ou moins visible. Et est-ce que là, par rapport à journaliste radio, journaliste télé ou journaliste presse écrite, il y a une différence là-dessus sur justement l'harcèlement et tout ça, et c'est plus prononcé dans certains types de... Je pense qu'en télé, et surtout quand on est une femme, je ne peux pas vraiment parler de ce sujet en tant qu'homme, mais c'est vrai que
Moi, ceux qui se font harceler et ceux qui prennent des insultes, c'est souvent des femmes. Celles qui travaillent à la télé plus que celles qui travaillent à la radio ou en presse écrite. C'est un gros inconvénient de la visibilité, mais c'est plutôt de la visibilité en général plutôt que du métier de journaliste. Je pense que là où il y a vraiment quelque chose avec le métier de journaliste, c'est plutôt dans la rue quand tu fais ton travail ou en manifestation quand vraiment on va t'insulter parce que tu es journaliste. Ça existe aussi. Ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que ça arrive qu'on va te dire ah ben non, nous on parle pas aux journalistes, c'est tous des connards, ils disent tous de la merde, c'est que des fake news. Ou alors un truc qui m'est arrivé, c'est que je travaille pour Radio France et RFI qui sont des radios publiques. On m'a déjà dit ah mais de toute façon toi tu dis tout ce que Macron te dit. Et j'avoue que j'ai pas trop compris parce que je n'ai jamais eu de contact avec Emmanuel Macron. Mais c'est vrai qu'on me le dit et on te dit ah ben la radio publique c'est la vision du gouvernement alors que c'est tout l'inverse. Mais je pense qu'il y a aussi une méconnaissance du métier de journaliste et en tout cas c'est ce qui manque, c'est de se dire qu'est-ce que fait notre métier, qu'est-ce qu'on fait concrètement, pourquoi on est journaliste et pas blogueur et pourquoi on est journaliste et pas juste à écrire sur Twitter sans être journaliste. Il y en a beaucoup qui confondent les deux et c'est un peu le truc qui est délicat et je pense que c'est un gros désavantage, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est un journaliste et ce qui fait la différence d'un journaliste. Et ça, c'est un inconvénient aujourd'hui. Ça m'est pas vraiment arrivé, mais je sais que ça arrive régulièrement quand même. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre un journaliste et une personne qui va publier son opinion sur Twitter, par exemple ? On prend vraiment les choses comme elles sont. C'est des faits et c'est pas une opinion. L'opinion, tout le monde peut se la faire. Et c'est ça la différence. C'est que moi, quand je vais faire mon sujet, je vais leur dire, voilà, ils ont voté ça. Et je vais pas dire derrière, je pense que c'est bien, je pense que c'est pas bien. Ça, sur Twitter, les gens vont dire, ah ben moi, je pense que ça, c'est la merde, machin. Ça, c'est différent. C'est une opinion, ce qui peut être fait par tout le monde et tout ça. J'aurais fait un travail, j'ai travaillé dessus, j'ai parlé avec des gens, j'ai lu des documents, j'ai lu des preuves scientifiques. Et tout ça, ça fait la différence, je pense, d'un journaliste. Mais pour les gens, tout peut être remis en cause parce que les médias mentent, parce que je suis dirigé par le gouvernement, je suis payé par le gouvernement. Mais les gens oublient que moi, juste, je fais un travail de recherche avant, je travaille sans que personne me dise tu dois faire ça comme ça. C'est moi qui propose mes sujets, personne ne va me dire fais ça comme ça de telle manière. Si on me dit fais ce sujet-là, je vais leur dire bah, moi je le vois plutôt comme ça et c'est moi qui vais donner ma vision du truc. Et je ne dépends pas du gouvernement ou quoi que ce soit. Est-ce que tu me conseillerais ce métier aujourd'hui ? Bah, je pense que je te le conseillerais si tu as envie de découvrir plein de choses et de le raconter aux gens. Le point principal, c'est d'aimer raconter des choses. Moi, j'avoue, je ne comprenais pas trop ça. Quand je suis arrivé à l'école, on m'a dit « Ouais, le point principal, c'est raconter des histoires et tout ça. » Je me dis « Oui, moi, je vais surtout raconter des trucs qui se passent, quoi. » Et en fait, plus j'avance, plus quand je rencontre des gens, je me dis en fait, leur histoire est importante parce qu'elles sont en miroir de plein de choses différentes dans la société et elles apportent à la compréhension de plein de sujets. Je te conseille d'être journaliste si tu te dis j'aime bien parler avec les gens, même si cette personne, je ne suis pas d'accord avec elle, je peux quand même aller lui parler. Et je trouve que ça, c'est important aussi de se dire, de ne pas avoir de barrière sur ça. Et après, moi, j'avoue que sur le côté aventure et tout, en tout cas découverte, et de me dire je peux partir dans un pays, connaître personne et pouvoir travailler, ça, je trouve que c'est trop, trop bien. Et si t'aimes ça, faut le faire, quoi. Alors, si je me décidais à faire ce métier, quel conseil ou mise en garde me donnerais-tu ? Le conseil, ça serait de se dire, si tu veux y arriver, tu y arriveras. C'est un peu bizarre de dire ça. Non, mais c'est pas comme ça que je veux le tourner, mais il n'y a pas de voie royale, il n'y a pas de voie spécifique, il n'y a pas d'école à faire, il n'y a pas de chemin à prendre. Je pense que ton chemin est le bon, quoi qu'il arrive. J'ai loupé 2 fois Sciences Po, on m'a dit il faut faire Sciences Po pour être journaliste, j'ai loupé 2 fois Sciences Po. Après, j'ai passé les concours d'école de journalisme, mais j'en ai réussi qu'1 sur les 12. Et en arrivant à l'école de journalisme, après avoir fait ce parcours de faculté, Erasmus au Pérou, qui n'a rien à voir avec la formation normale, et du coup, en arrivant à l'école, je me suis dit en fait, j'ai plein de trucs en plus sur des thèmes que eux n'ont pas vus ou moins approfondis. Et du coup, c'est intéressant. Et le fait même d'avoir raté des concours, même si j'étais déçu à ce moment-là, en fait, aujourd'hui, je me dis, mais presque heureusement que je n'ai pas eu les concours pour avoir ce parcours-là et avoir ce truc en plus.
Et c'est pour ça que je te dis, chaque chemin est le bon chemin, dans le sens où si toi, personnellement, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas faire, toutes les études que tu veux faire, ou que tu feras sans le vouloir, ça arrive aussi. Et chaque formation peut te faire rentrer dans des trucs. Ça peut être histoire, tu peux faire une formation d'histoire, être journaliste sur France Culture sur le cours de l'histoire, qui est une émission histoire avec des experts. Il y a des journalistes qui font ça et ils ont une formation histoire avant, pas une voie Sciences Po à tout prix, pas une voie école de journalisme à tout prix. Donc pour moi, c'est ça, c'est pas se focaliser sur un chemin à prendre, mais plutôt prendre le tien qui t'intéresse tout le temps et toujours faire des trucs qui t'intéressent pour après te dire peut-être que maintenant que j'ai fait tout ce travail-là et que tout ça, je l'ai bien digéré pour moi, peut-être que je vais passer une école de journalisme parce que j'ai des trucs à motiver, tu vois. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir? Et si oui, à quel moment de ta vie tu aurais aimé le recevoir? Je pense que le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est celui du chemin. Je sais pas si j'aurais aimé l'avoir avant le bac, après le bac. Peut-être avant post-bac, tu vois, par exemple. Ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Parcoursup. Ouais. Peut-être avant Parcoursup. Même si on me l'a pas donné, je l'avais un peu en tête, mais l'entendre, c'est cool. Et à quel moment tu as pu ressentir une légitimité à être journaliste? Je sais pas si un jour, dans sa tête, on se dit 100% légitime d'être journaliste. Moi, j'avoue que je me pose encore la question. Tu vois, j'ai 25 ans, je suis là, ça fait 1 an et demi que je suis journaliste professionnel. C'est une bonne question, la légitimité. Je sais qu'à l'école, on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur en se disant mais pourquoi moi plutôt qu'un autre? Maintenant, après 1 an et demi que je suis l'actualité tous les jours ici, je me dis ok, je suis plus légitime que quelqu'un qui n'a jamais rien entendu sur la Pologne. Après, je sais que tu vois, s'il y a des sujets qui reviennent, si Lech Walesa vient à mourir la semaine prochaine, je sais que sur ce sujet-là d'Union soviétique et de syndicats Solidarność, il y a des gens en France qui sont bien plus au courant que moi. J'ai 25 ans, j'ai pas vécu l'Union soviétique, j'étais pas là au moment où il y a eu les événements, où on lisait ça dans la presse et tout. Je me sentirais illégitime à ce moment-là, tu vois. Mais il y a plein de moments où je vais me sentir illégitime, mais en travaillant, je vais réussir à et le but, c'est aussi de travailler pour se sentir légitime sur ce que tu fais. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as peut-être eu un déclic, où tu t'es vraiment dit j'ai envie de faire ce métier-là et pas un autre? Ou est-ce que c'est venu progressivement en différentes étapes? Je sais pas si j'ai eu un déclic en mode ok, maintenant c'est ça que je veux faire. Et je pense qu'au fil de mes études aussi, j'ai construit ce truc en fait, journaliste c'est cool parce que ça permet de parler de tout ce que je suis en train d'apprendre à travers des sujets différents qui sont plus terre à terre. J'ai fait du coup la faculté, j'étais en formation en sciences politiques, mais du coup en sciences politiques avec des S qui sont... Non, sans S, sciences politiques sans S, qui est du coup la science politique, et qui était du coup une formation plus large sur la politique en France, l'histoire et tout ça. Les cours étaient intéressants, mais ça reste des trucs très magistraux, et hop, c'est comme ça, et c'est des textes de loi et tout ça. Mais j'ai réussi à me dire, mais en fait, tous ces sujets-là, il y a toujours un écho chez lui, dans ma famille, chez mon voisin. J'arrivais toujours à me dire, tiens, là, il y a un écho intéressant qui peut parler aux gens. Ou en tout cas, qui me parlait peut-être déjà plus à moi pour apprendre. Et du coup, en me disant après, du coup, le journalisme, peut-être que ça peut aider à ça. Donc, c'est au cours de tes années de licence de sciences politiques que tu t'es dit que tu as continué dans le journalisme? Ouais, je pense. Et plus j'ai fait du coup une année à l'étranger. Et donc ça, c'était ta 3e année de licence ou c'est... 3e année de licence. Okay. J'ai fait du coup ma 3e année de licence au Pérou. J'avais un peu le choix en tous les cours du campus. Et du coup, j'avais pris 2-3 cours de journalisme en me disant, tiens, ça m'intéressait. Ça a été aussi un gros déclic au Pérou, je pense, de me dire, de toucher à ça, de faire un cours de radio et de devoir créer une émission de radio et tout. Je trouvais que c'était trop intéressant et de me dire, ok, en fait, c'est trop bien. Bon, alors j'ai compris que tous les chemins peuvent mener au journalisme, mais est-ce qu'il y a quand même des parcours universitaires ou des écoles que tu me recommanderais si je voulais devenir journaliste? Je trouve que c'est intéressant qu'en France, on ait une formation des écoles de journalisme qui soient en master, qui fait que déjà, on part du postulat qu'on a eu 3 ans avant d'une autre formation et d'ouverture d'esprit sur autre chose.
Donc ça, je pense que c'est intéressant. Donc je pense que ces 3 ans-là, tu peux faire un peu ce que toi, tu as envie. Moi, je pense que je recommanderais aujourd'hui une école de journalisme parce qu'elle t'ouvre un peu cette opportunité de toucher télé, radio, presse web et tout. Et je trouve que l'alternance, c'était pour moi le truc le plus intéressant parce que du coup, j'étais dans une rédaction à travailler, quoi. Donc, tu apprends plus facilement ce que tu aimes bien et tu vois ce que tu n'aimes pas, quoi. C'est quoi le rythme de l'alternance entre l'école et RFI ? C'est que la 2e année. La première année, tu touches à tout. Tu fais télé, radio, presse web, presse écrite. Et la 2e année, tu peux choisir l'alternance ou pas si tu as une boîte qui te prend en alternance et qui est OK. C'est 1 mois à l'école, 1 mois en rédaction. Pour d'autres écoles, ça dépend. Il y en a, c'est 1 an d'alternance, 1 an d'école. Je crois que Sciences Po Paris, c'est 3 semaines, 2 semaines. Alors, 2 questions. Déjà, est-ce que quand tu fais une alternance, tu es payé par le média où tu fais ton alternance ? Et est-ce que l'ESJ, c'est une école payante ou pas ? Moi, le SJ Lille, c'était payant. Je crois que c'est 2 000 € l'année. Il y en a des pas payantes. Bordeaux n'est pas payante parce qu'elle dépend de l'université. Grenoble n'est pas payante. Et après, il y en a des plus chères. Et après, pour l'alternance, oui, par contre, là, du coup, j'étais payé 1 200 € par mois, même quand j'étais à l'école. Ok. Donc, je gagnais de l'argent même quand j'étais à l'école. Donc ça, c'était cool. Donc, c'est pour ça, les frais de scolarité, moi, en soi, je les ai payés. Mais vu que j'étais payé la 2e année, ça a remboursé, quoi. Il y a une chose étonnante dans ce que tu disais, c'est que tu as passé le concours pour 12 écoles. Tu as été pris dans une, mais tu as été pris dans la plus prestigieuse, finalement. Moi, j'étais à l'année du Covid, donc c'était aussi différent. J'avais pas d'épreuves sur table et tout ça. Et du coup, moi, sur les oraux, j'étais plus à l'aise en me disant, bon, bah là, ça va plutôt être quelque chose en fonction de moi. Ça va être des questions d'actu, mais normalement, j'avais bien bossé l'année et tout. Et l'ESJ, c'est vraiment celui où je suis ressorti en me disant, ah là, les questions d'actu, j'ai bien réussi. Et après, le feeling était très bien passé avec sur le parcours personnel. Tu vois, il disait, ah bah pourquoi vous voulez être journaliste, qu'est-ce que l'école peut vous apporter, qu'est-ce que vous cherchez dans l'ESJ, pourquoi on devrait vous prendre vous plutôt qu'un autre et tout. Et toutes mes réponses, j'étais content, j'étais en mode, j'étais pas stressé du tout. Et il s'avère que oui, quand je reçois les résultats, le dernier que je reçois, c'est l'ESJ. Donc avant, j'avais refus, 6 refus. En me disant, ok, bon, bah, ça repart sur comme à Sciences Po, j'ai tout raté, c'est comme ça. Et le dernier, on me dit, bah, vous êtes pris. Et du coup, au début, j'étais en mode, je comprends pas, je crois qu'il se trompe. Et en fait, si, j'étais pris, mais je pense que ça, c'était surtout une question de feeling et tout. Tu vois, il m'avait posé la question, pourquoi l'ESJ devrait vous prendre vous plutôt qu'un autre ? Et moi, je leur avais dit, parce que je crois que je vous cherchais des joueurs de foot et moi, je joue plutôt bien au foot. Et du coup, je leur avais dit ça. Et je crois qu'ils se sont dit, mais il est fou, lui. Et du coup, je crois que c'est plutôt bien passé. Si tu devais faire un ou plusieurs autres métiers que journaliste, ce serait quel métier ? Je me suis déjà posé la question en me disant, ah tiens, si demain je suis plus du tout journaliste parce que ça me saoule, ce qui peut arriver, je me dis, je crois que j'aimerais bien être prof d'histoire, un truc du genre, ouais. J'aimerais bien faire un master en histoire, mais un truc en recherche. prof d'histoire au lycée ou prof d'histoire Non, je pense plutôt un truc universitaire. En université, ouais. Ouais, je pense. Et sinon, j'aime bien guide touristique aussi, je pense. Ça relie l'histoire et ça relie le contact avec les gens. Après, c'est juste que je crois que c'est pas très bien payé. Et voilà, mais je pense que c'est un métier qui me plairait, ouais. En fait, Martin, t'es un conteur d'histoire. Que tu sois journaliste, prof d'histoire ou guide touristique, ce que t'aimes, c'est raconter des histoires. Je crois que c'est le fil rouge du métier de journaliste. Et c'est ce qu'on m'a toujours dit à l'école. Et moi, au début, j'étais non, c'est pas ça. Et en fait, c'est vrai que plus j'avance, plus je me rends compte que oui, en fait, c'est ça que j'aime bien. Et comment vois-tu ton avenir ? Personnellement ou le métier ? Toi ? Je pense que je vais chercher à aller dans un autre pays. J'aimerais bien continuer ce que je fais ici, mais dans un pays où je parle la langue. J'ai postulé pour l'Argentine il y a quelques mois. Je pense que c'est un pays qui me plairait. Donc, tu vois, je me dis pour l'instant, je sais pas, mais peut-être qu'en septembre prochain, septembre 2024, je serai en Argentine et je ferai la même chose que je faisais ici, mais là-bas. Plus généralement, comment vois-tu l'avenir de ton métier ? Comment il pourrait évoluer selon toi ? Je pense qu'il évolue tout le temps, surtout depuis Internet partout, avec toutes les plateformes possibles et imaginables.
Je pense que, et surtout avec la radio, on est tous plus ou moins revenus un moment à la radio où on s'est dit la radio c'est pourri, maintenant c'est la télé. Je crois que 2020 te montre que la radio, tout le monde écoute ça. Que ce soit en podcast ou sur YouTube en filmé, ou que ce soit à la radio dans ta voiture, ou que ce soit sur ton téléphone. Je crois que tout le monde à un moment écoute la radio, que ce soit sur Spotify, que tu écoutes un podcast sur Spotify. Pas toutes, mais beaucoup de radios ont pris un bon virage vers le numérique et ont fait des bonnes plateformes et tout ça. Radio France a une nouvelle application qui fonctionne très bien et qui, je trouve, est très intuitive et il y a plein de contenu dessus. Donc ça, c'est déjà une première évolution et je trouve qu'il y a de nouvelles plateformes à conquérir. Pour moi, Twitch, je comprends pas que la radio ne soit pas encore sur Twitch, mais qui est quand même le nouveau média qui fait des millions de vues. Si on regarde juste le GP Explorer de Squeezie, ça fait plus d'1 million de vues et plus d'1 million de viewers en même temps. Donc c'est quand même un truc qui rassemble beaucoup et qui ramène beaucoup de gens. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi mon métier, c'est qu'il n'y a pas que la manière dont je le fais, il y a aussi la forme dont je le fais. Et tu vois, je pourrais très bien me lancer tout seul, me dire, je fais ma chaîne Twitch et je me lance. Juste, pour l'instant, j'ai pas de concept et j'ai pas d'idée, mais ça pourrait être très bien le cas de plein de gens, quoi. Un peu à la Hugo Décrypte. Oui, Hugo Décrypte est un des qui a fait ce tournant-là tout seul sur YouTube et qui interviewe Macron sur YouTube, quoi. Ou Twitch. Au-delà de Twitch, est-ce que toi, tu es présent sur des réseaux sociaux ou pas du tout ? J'ai rien, non, je publie rien sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé sur Instagram de mettre des reportages en story, tu vois, en disant cliquez sur le lien sur des gros projets. Par exemple, un reportage de 20 minutes, je l'ai fait. Mais sinon, non, pas plus que ça. Ça m'est arrivé de publier des trucs sur Twitter aussi, de me dire, tiens, mais j'ai pas vraiment beaucoup de followers ou quoi pour avoir un truc en plus et pour me dire, ah tiens, je vais publier des trucs de moi-même sur les réseaux sociaux. Il faudrait que je développe ça, tu vois, ça serait aussi une manière de développer mon métier et de me dire, moi, je me développe personnellement pour aller sur ces plateformes-là. C'est juste que c'est du travail en plus et que moi, je suis pas un gros bosseur comparé à d'autres qui pourraient le faire, tu vois. Est-ce que l'intelligence artificielle change déjà des choses dans la pratique du métier de journaliste radio et quelles pourraient être ses influences à plus ou moins long terme ? Moi, c'est un sujet que j'aime bien, l'intelligence artificielle. Je l'utilise en tant que journaliste. Je vais écrire un truc et je me dis, il manque un truc, j'aimerais l'écrire de manière plus directe et tout. Je demande à ChatGPT de me proposer 5 phrases différentes pour l'écrire plus directement. Et je me dis, après, ça me donne des idées, tu vois, je vais pas le prendre tel quel, mais je me dis, tiens, cool, ça m'a sorti d'autres manières de le dire et ça fonctionne. Et sur ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, il y a le côté néfaste qui est beaucoup plus important sur, mon métier, à un moment, il risque de pas ne plus exister, mais d'être différent. Après, sur ce sujet-là, j'écoutais une interview d'Alexandre Astier et qui disait, en fait, l'intelligence artificielle, le fait de savoir que c'est pas un humain qui le fait, je crois que ça m'intéresse pas. Et je crois que c'est ça, en fait, la clé de l'intelligence artificielle, c'est de se dire, moi, j'aime bien regarder ou lire un truc ou écouter un truc ou quoi, parce qu'il y a quelqu'un derrière qui le fait. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, un truc fait par un robot, je crois que ça m'intéresse pas. Donc, ça va changer, mais je pense qu'on aura tous des métiers demain et que ça ne va pas nous remplacer, quoi. Y a-t-il une citation qui t'inspire professionnellement ou personnellement ? Quelque chose qu'on m'a dit quand je suis rentré à l'école de journalisme, c'était du coup la journaliste de sport Nathalie Yanetta, qui travaille sur Canal+, et qui est maintenant à Radio France, qui a fait une conférence pour nous présenter le métier de journaliste et tout ça. Et je me souviens qu'elle a dit une chose, c'est qu'elle a dit il ne faut pas confondre son métier avec son média. Je ne m'inscris pas dans si je fais de la télé, donc je dois tout faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis journaliste, donc je travaille, j'ai des manières de travailler, j'ai des choses à respecter. Quand tu me demandes une citation, je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire tiens, tu peux le faire de la manière dont tu veux. Mais en ayant en tête que tu es journaliste et pas forcément je veux faire de la télé ou je veux faire de la radio. Je crois que ça n'existe pas trop et si tu le penses comme ça, il y aura des choses qui vont te manquer quand tu vas faire ton truc, quoi. Un truc qui m'a marqué professionnellement, ça serait ça. Merci beaucoup Martin Chabal d'avoir répondu à toutes mes questions et d'être venu en chair et en os avec toute ton intelligence qui n'a rien d'artificiel, on a pu l'entendre. Bonne chance pour la suite et je te souhaite tout le meilleur en Argentine ou ailleurs. Merci à toi Maya.
Un grand merci à vous également d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. J'avais pas prévu qu'il dure si longtemps, mais cette discussion m'a vraiment passionnée. Si certains métiers vous attirent, dites-le moi en commentaire et je tâcherai de trouver des témoins pour les prochains épisodes. À très vite pour d'autres rencontres avec de jeunes professionnels pour poursuivre ensemble cette quête du métier de rêve.